Bonjour à tous. Moi, c'est Ariane Mansour. Je suis chargée de projet chez Hauts-de-France Innovation Développement. Donc, merci d'avoir rejoint ce webinaire. Je vois qu'il y a près de 17 personnes qui sont actuellement connectées. On a commencé pile à l'heure à 11 heures. Donc, on va peut-être laisser passer quelques instants pour laisser les gens se connecter. Voilà, moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis chargée de projet chez Hauts-de-France Innovation Développement. Donc, on est l'agence d'innovation de la région Hauts-de-France. Et donc, du coup, pour ce webinaire de ce matin, je suis entourée du coup, Stéphane Cohésie de la CRES, Laurent Van Rechem de l'association Coup de pouce, et puis Clément Eustache de Chère-Athlon. Bonjour. Voilà, bon, ça commence à arriver peu à peu. Donc, alors, on est ce matin sur un webinaire d'1 heure, peut-être un peu plus, peut-être compter 1 heure et quart en fonction des questions qu'on pourra prendre voilà, au fur et à mesure des interventions, mais aussi du coup à la fin du webinaire. Du coup, on va commencer. Moi, je vais du coup vous présenter un petit peu l'agence. L'idée de ce webinaire de ce matin, c'est de parler d'innovation et de parler d'innovation pour les structures de l'ESS. Voilà, on s'est rendu compte que nous, en tant qu'agence d'innovation, on voit beaucoup de projets passer, des projets d'entreprise, de PME, de start-up, de start-up sociales également, et quelques projets de structures, d'insertion, d'associations avec des activités économiques. Mais finalement, voilà, pas tant que ça, alors que pour moi, c'est un vrai vivier de projets d'innovation. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc, voilà, l'idée de ce webinaire en partenariat avec la CRES Hauts-de-France, c'est vraiment de décloisonner entre les financements à l'innovation, les financements à l'économie sociale et solidaire, de vous donner envie, d'entreprendre, de vous lancer dans de nouveaux projets, vous montrer qu'il y a pas mal de financements, d'accompagnement qui existent en région pour vous aider à les concrétiser. Et donc voilà, c'est vraiment le but de notre webinaire en cette fin de matinée. Du coup, si vous le voulez bien, ce que je propose, c'est je vais commencer par du coup présenter brièvement l'agence régionale d'innovation et puis plus particulièrement les services qu'on peut vous proposer. Et puis l'idée, c'est qu'ensuite, voilà, il y a la CRES qui présente également ses actions, les actions aussi dédiées à l'ESS en région. Et puis on a du coup deux entrepreneurs qui ont accepté de témoigner ce matin pour voilà, avoir une vision un peu plus concrète de ce que ça peut signifier monter un projet d'innovation dans une entreprise, dans une association d'insertion, et puis voilà, monter des nouveaux projets pour une start-up de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'ai une petite présentation que je vais vous partager. Ok. Donc voilà. Donc assez brièvement, donc pour vous resituer un petit peu Hauts-de-France Innovation Développement. Donc nous, on est donc une agence qui compte donc 36 collaborateurs. Un peu plus même sur l'ensemble de la région. On est basé à Lille, on a une antenne à Amiens
et puis sur les territoires, Valenciennes et Étaples. Et on a donc différentes missions: développer l'entrepreneuriat, accompagner les startups et les entreprises dans leurs projets d'innovation et de leur performance industrielle, et puis une mission aussi d'appui sur les politiques de développement économique de la région Hauts-de-France. Et on est une structure qui est financée donc par la région et par l'Europe pour mener ces différentes actions. Donc moi, comme je le disais, je suis chargée de projet au sein du service entreprise, donc sur le territoire de la métropole lilloise. L'idée, c'est qu'en fait, on a vraiment une répartition territoriale des chargés de projet pour être vraiment au plus près des entreprises, avec voilà, une mission de sensibilisation aux entreprises qui souhaitent innover, qui ne savent pas comment. Donc ça, c'est ce qu'on fait là ce matin. Et puis une mission également d'accompagnement des entreprises qui ont une idée ou un projet d'innovation ou lié à leur performance industrielle. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner depuis la génération d'idées, la faisabilité par rapport à des projets de financement, de recherche de partenariats techniques, etc. Vous aider aussi à structurer le projet et puis également à trouver des partenaires pour une mise sur le marché du projet. Donc voilà, on a différents champs d'accompagnement avec différents outils liés à la performance industrielle, liés au recrutement, au management de l'innovation. On peut organiser aussi des ateliers de créativité pour les entreprises qui n'auraient pas encore justement d'idées ou qui auraient besoin de faire appel à des techniques d'intelligence collective. On prend l'innovation au sens large. Comme je disais, je parlais en début de ce webinaire de décloisonnement. Voilà, on est vraiment là-dessus aujourd'hui au sein de Hauts-de-France Innovation Développement. On va considérer l'innovation pas que technologique, mais aussi en termes de business model, en termes de procédés d'organisation, et puis aussi en termes d'innovation sociale, voilà, une innovation pour participer à une amélioration du point de vue sociétal, du point de vue environnemental, pour avoir une société plus inclusive. Enfin voilà, c'est aussi des thématiques qui nous sont chères. Donc on a la gestion de 3 fonds au niveau d'HDFiD. Le fonds régional d'incubation, donc ça c'est un fonds qui est dédié aux porteurs de projets incubés dans des parcs d'innovation, dans les incubateurs régionaux. Le diagnostic innovation, sur lequel je reviendrai un petit peu après, puis le diagnostic industrie du futur pour aider les entreprises à améliorer leur performance industrielle. On fait aussi, donc je parlais donc d'appui à l'innovation, au financement. On fait partie d'un réseau qui est le réseau Enterprise Europe Network, qui est là pour aider les entreprises, les organisations à trouver des partenaires dans des pays d'Europe, des partenaires à la fois techniques, technologiques, mais aussi des partenaires en termes de nouveaux marchés ou bien de réponse à des appels à projets communs. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui, ça, c'est pas forcément un réseau qui est très bien connu des acteurs de l'ESS, mais en fait, ça peut être aussi un appui pour répondre à des appels à projets européens, des marchés, etc. Et donc, ça s'appuie sur des conseillers qui sont partout en Europe et vers lesquels on peut passer des annonces, des demandes de recherche de partenaires. Et puis, nous, on peut vous aider à structurer le projet pour le présenter via ce réseau. Donc, je parlais du diagnostic innovation. Donc, ça, c'est vraiment une aide sur la faisabilité du projet pour vous aider à trouver des prestataires et à financer une prestation qui permet de débloquer le démarrage d'un projet. Donc, ça pourrait être des études, des essais, des dépôts de brevets, voilà. Et puis, on verra, on pourra avoir Laurent Van Rem de Coup de Pouce qui nous parlera un petit peu de leur utilisation de ce fameux diagnostic innovation. On est là également pour vous aider sur le management de l'innovation, donc plutôt pour faire le point sur votre entreprise, ses différents projets, l'utilisation des idées des collaborateurs, est-ce qu'il y a l'ADN, est-ce que l'organisation de votre entreprise permet de faire émerger des projets d'innovation, est-ce que ça vous permet de rester compétitif sur votre marché, voilà, donc ça c'est un accompagnement plutôt en termes de stratégie interne de l'entreprise.
qui est réalisé par nous, par AGFID, dans le cadre d'un financement européen. Donc voilà, je parlais des diagnostics sur tout ce qui était performance industrielle. Donc ça, c'est aussi des aides qui sont ouvertes aux entreprises de l'ESS qui ont une activité. En fait, c'est vraiment une aide pour les entreprises qui ont une activité de production industrielle. Donc, il y a plusieurs problématiques qui peuvent être traitées, à la fois internes, de meilleure organisation, de améliorer l'impact environnemental d'une entreprise, mais aussi trouver de nouveaux marchés, se développer, voilà. Et ça, c'est une aide vraiment, une aide au conseil. Qui peut être très intéressante et qui finalement pour les entreprises qui ont une activité de production couvre un champ vraiment assez large. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si c'est aussi un dispositif qui vous intéresse. Voilà, on a aussi des actions sur tout ce qui va être cybersécurité avec toujours pareil, qui vont financer des prestations liées à une meilleure en fait sécurité de vos systèmes d'informatique, de vos systèmes d'exploitation, etc. Donc voilà. Bon, j'ai essayé de faire court. J'espère que c'était un peu très clair parce que finalement on intervient sur quand même pas mal de sujets. Donc voilà, l'idée c'est que on peut accompagner tout type de projet. Donc après, c'est vraiment une discussion entre vous et puis le chargé de projet de votre territoire. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre sur vos idées et pour vous aider à les concrétiser. Merci. Voilà, donc ça c'était une petite introduction pour vous donner un peu une idée du panorama des financements des actions de notre agence. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez, après j'imagine si vous êtes connecté à ce webinaire, mais en gros, l'idée c'est ça, voilà, je publie un petit sondage. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour mener à bien vos projets d'innovation? Est-ce que ça va être le temps, les ressources financières, la bonne idée, trouver les bons partenaires, quelque chose auquel je n'aurais pas pensé? N'hésitez pas à répondre à ça ou à poser vos questions dans le chat. Du coup, Stéphane, si tu veux bien prendre la main sur la suite. Merci Ariane. Bonjour à tous, donc Stéphane Coesi, moi je suis chargé de mission à la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est une association loi 1901 qui regroupe l'ensemble des familles de l'ESS, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient mutuelles, fondations, sociétés coopératives, associations, entreprises sociales. Voilà, l'idée c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs à la structuration de l'ESS en région. On est reconnu par la loi ESS donc, de 2014, hein, donc une reconnaissance au niveau de l'État pour notre fonctionnement et pour nos missions. Aujourd'hui, les missions principales de la CREF sont au nombre de 5. D'abord, de représenter les intérêts de l'économie sociale et solidaire, donc auprès des pouvoirs publics, de manière à ce que l'environnement ESS soit le plus favorable possible pour les porteurs de projets, pour les entreprises, voilà, pour réussir à trouver des débouchés d'activités, pour réussir à se structurer. On a une deuxième mission qui va concerner l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises sur le territoire. Cette mission correspond concrètement à ce qu'on organise avec des clubs business. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu y participer. Donc les clubs business sont des clubs territoriaux de dirigeants d'entreprise aux salariés qui cherchent un appui, qui cherchent du conseil de pair à pair, voilà, pour essayer de développer leurs activités, vraiment club d'entreprise, tout ce qui est tout ce qui est plus classique. Et on intervient également sur cette mission avec la coordination d'un réseau qui s'appelle le réseau Tremplin,
réseau de développement de l'accompagnement sur l'ensemble de Hauts-de-France, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Ensuite, on a une mission qui va plutôt concerner la formation des dirigeants et la formation des salariés des entreprises. Donc, on va organiser des webinaires, des sessions de décryptage sur des sujets thématiques qui sont propres à l'ESS ou qui peuvent être organisés avec nos partenaires. Hein. C'est le cas donc aujourd'hui avec l'action entreprise par AGTFID. Une mission qui concerne la collecte des données, donc tout ce qui va concerner l'observation de l'ESS en région et la contribution au niveau national, de manière à montrer le poids de l'ESS, à faire peser justement ces entreprises dans le débat public. Et une dernière mission qui concerne la promotion de l'ESS et qui s'organise notamment autour de deux outils. Le mois de l'ESS qui s'organise au mois de novembre et également une plateforme qui s'appelle esshdf.org sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'ESS. J'essaie d'aller très vite, effectivement, puisque le temps est contraint pour cette présentation, mais je vais juste revenir quelques minutes sur le réseau Tremplin et sur les financements qui sont disponibles au niveau de la région pour les structures de l'ESS. Tout d'abord, le réseau Tremplin, le Conseil régional Hauts-de-France finance des organisations pour accompagner à la création et au développement de nouvelles activités ESS sur l'ensemble de la région. Donc la région Hauts-de-France est découpée en 10 lots. Donc vous avez un accompagnateur qui est en proximité de chez vous, qui vous donne la possibilité de suivre un parcours d'accompagnement et de vous mettre en relation avec les financeurs potentiels pour les actions que vous entreprenez. Donc ça, c'est très important de l'identifier. On a un site internet qui s'appelle tremplin-hdf.org que je vous invite à aller consulter pour retrouver la liste de ces organismes qui sont en capacité de vous accompagner. Et on a deux types d'organisations. Des accompagnateurs qui sont plutôt généralistes, qui vont intervenir sur l'ensemble des champs propres à la création d'entreprises et qui vont faire le relais avec des organismes qui sont plutôt spécialistes par la suite en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et des accompagnateurs justement qui sont spécialisés sur un champ d'action. Je pense notamment au réseau Colline pour tout ce qui a concerné la petite enfance et la chambre d'eau pour ce qui va concerner les projets dans le domaine de la culture. Sinon, pour l'ensemble des accompagnateurs qui font partie de ce réseau Tremplin, vous avez un accompagnement qui est généraliste, qui se déroule de la création de l'activité jusqu'à un suivi post, accompagnement à la création, qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc voilà pour les éléments principaux en termes d'accompagnement. On a également des incubateurs spécifiques à l'ESS. Hein. Je pense à l'incubateur Évident qui est porté par Initiative et Cité, qui est un des membres de la CRES. Cet incubateur est spécialisé sur tout ce qui va concerner l'innovation sociale, la transition écologique et transition solidaire. C'est un incubateur qui va fonctionner avec 2 promotions d'une dizaine de projets par an. Et un deuxième incubateur qui est cette fois-ci plutôt orienté innovation sociale et lien avec le numérique, qui est l'incubateur starter de la machinerie à Amiens. Donc ces 2 incubateurs sont vraiment des ressources importantes hein, dans le monde de l'ESS aujourd'hui pour le développement de ces projets, parce qu'en complément de ce qui peut être fait par le réseau Tremplin, ces incubateurs permettent la rencontre avec d'autres porteurs de projets, permettent aussi cette dimension de promotion, voilà, qui permet une émulation et de permettre aux entrepreneurs d'aller plus loin dans leurs ambitions. Voilà pour l'accompagnement. Et en ce qui concerne les financements, savoir que l'ESS peut être financé à tous les niveaux des échelons publics, au niveau de la ville, au niveau des intercommunalités, au niveau de la région, des départements. Mais pour tout ce qui a concerné la création, l'innovation, on va plutôt être sur des financements qui vont être
développement économique et donc ces compétences est partagée avec la région en tête de file et avec les EPCI, donc communauté d'agglomération, communauté urbaine, communauté de communes. Au niveau du conseil régional, vous avez 4 aides disponibles en fonction de votre niveau d'avancée dans le projet. Une aide à l'émergence, une aide au développement, une aide à la création d'activités et une aide à l'innovation sociale. Je ne rentre pas dans le détail de ces aides, ces éléments sont disponibles en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va correspondre à un soutien en fonction de votre niveau d'avancée, un soutien en fonctionnement, un soutien à l'investissement dans votre projet. Concernant l'innovation sociale, on va être sur un montant de subvention d'un maximum de 30 000 euros qui peut être renouvelable. Donc, Ariane évoquait tout à l'heure les projets autour de l'innovation. On peut être sur l'innovation technologique, enfin, l'innovation au sens large. Dans l'ESS, on met aussi un point d'honneur à soutenir l'innovation sociale. Et cette innovation sociale se traduit par comment dire, des projets qui sont ancrés profondément sur le territoire, qui sont menés de manière collective, tous les projets qui font finalement l'ADN de l'ESS. Et pour cette aide, le conseil régional a vraiment consenti à un effort particulier, en plus des aides qui correspondent à la création, à l'émergence d'activités. Ce qui est intéressant également à connaître pour vous, si vous êtes en position de création, vraiment vous avez cette idée, vous souhaitez l'approfondir, c'est que le conseil régional finance des organisations, les fonds territoriaux France Active, hein, pour la mise en place de FIDES. Donc le FIDES, ce sont des études d'action qui vous permettent, en tant que porteur de projet, d'être financé et salarié dans une structure porteuse le temps de votre étude, donc de 6 à 9 mois, voilà, pour mettre en place toutes les conditions nécessaires à son déploiement dans le futur. Et donc, c'est plutôt une situation qui est confortable pour le porteur de projet parce que ça lui permet d'être entouré, ça lui permet justement de ne pas être seul face à son projet, de bénéficier de conseils par des professionnels. Et donc, ce FIDES, c'est vraiment un outil qui est apprécié par les acteurs de l'ESS qui sont passés par là, qui permettent d'exprimer toute l'innovation qui existe dans ces projets. Donc ça, l'aide FIDES, c'est une aide qui est comment dire, octroyée par Nord-Actif, Pas-de-Calais Actif et Initiative Somme France Active Picardie, donc qui sont les fonds territoriaux de notre région. Voilà en quelques minutes ce que je pouvais vous dire. Peut-être aussi préciser que en plus du conseil régional sur les aides à l'ESS, vous avez donc des appels à projets sur certaines collectivités. Je pense à la métropole européenne de Lille avec son appel à projet Entreprendre autrement. Je pense à la communauté urbaine de Dunkerque qui a un appel à projet ESS, à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole également positionnée sur l'ESS, ou donc sur l'ESS ou sur des aides spécifiques à l'insertion par l'activité économique pour le montage de ces projets. Ce sont les deux niveaux sur lesquels vous devez vous pencher lorsque vous souhaitez développer un projet relatif à l'ESS et qui concerne, qui plus est, l'innovation, l'emploi sur un territoire donné. Voilà pour la petite présentation. J'ai fait très vite, hein, mais on pourra revenir sur certains points en fonction des questions que vous aurez. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter très brièvement qui on était, ce qu'on faisait et avec qui on travaillait. Euh, je vais te redonner la parole, Ariane, et passer au point plus important, qui est le témoignage nos deux porteurs de projet. Oui, merci beaucoup Stéphane. N'hésite pas à mettre aussi peut-être quelques liens dans le chat voilà, pour donner un petit peu les clés là-dessus aux participants. Du coup, donc on va continuer donc ce webinaire avec Laurent, donc qui est directeur de l'association Coup de pouce, et donc voilà, qui va pouvoir présenter un petit peu sa structure et puis les projets passés, en cours, à venir au sein de cette association.
Oui, merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc l'association. Je vais également vous faire une petite visite virtuelle à l'aide de photos, parler d'innovation, ce que l'on a fait dans le cadre de l'innovation et avec le concours donc des Hauts-de-Flandre. Et je terminerai mon propos par ce qu'on a mis en place dans le cadre du Covid. Voilà, parce que là aussi on a dû un petit peu revoir nos plans et voilà. Donc ce sera l'objet donc de mon intervention. Coup de pouce a été créé en 2008, était une petite association locale au départ, basée à Coudekerque-Branche, avec uniquement comme objectif l'intermédiation entre les demandeurs d'emploi coudekerquois et les entreprises. Voilà, l'idée étant de les mettre en relation et de décrocher donc des offres d'emploi et si possible avoir quelques jobs. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors on a fait ça pendant 2 ans et malheureusement on a perdu un financement puisqu'on nous demandait de nous orienter vers les quartiers QPV. Alors à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais les quartiers QPV. Et à Coudekerque-Branche il n'y en a pas. Donc le maire nous a dit moi je te finance, c'est pas pour aller travailler pour les communes d'à côté. Faut trouver notre solution et puis rapidement donc on a profité du plan de relance économique en 2009 sur les ACI et donc on a créé une ACI à partir donc d'un support qui est le recyclage textile. Voilà. Donc vous l'avez compris, notre association aujourd'hui est hybride, puisque, alors c'est bien de le dire parce que c'est dans l'air du temps, on est hybride puisque d'un côté, notre première action et notre objet, c'est l'insertion professionnelle, voilà, puisqu'aujourd'hui on embauche jusqu'à 31 salariés en insertion professionnelle, en tout on est 38 à coup de pouce, et on a un support qui est l'activité, donc qui est le recyclage textile. Peut-être commencer. Alors, je suis pas très doué en informatique. J'ai loupé un truc. Alors, attendez. Ça, c'est mon écran. Hop, j'essaye de retrouver. J'ai perdu. Alors, attendez, hein, je cherche le fil. J'ai mis ça là. Je sais pas pourquoi ça s'est fait. Ça s'est fermé. Voilà. Hop, j'avais préparé. Donc, au niveau donc de l'activité, donc tout démarre. Alors, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez pas, non? C'est pas encore partagé. C'est un peu, tu mets la souris sur ton petit. Ouais, j'ai mis sur l'écran, mais Activer le partage d'écran et ensuite normalement tu peux choisir l'écran que tu souhaites partager. ah, ça y est, je crois que ça marche. Ouf. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, Parfait. c'est bon. Voilà. Donc en fait, tout démarre par la collecte. La collecte, on les fait à partir des bulles, tout simplement. Bon, c'est des bulles que vous connaissez, hein, des bulles de collecte en acier. Alors les nôtres ont la particularité d'être jolies. J'insiste sur l'esthétique que l'on donne à tout ce que l'on fait. L'assertion, c'est pas forcément, ne rime pas avec misérable, et donc nous, on attache beaucoup d'importance. Donc nos visuels sont souvent à base de bon, qui sont en fait liés à nos valeurs, hein, donc l'environnement. Donc là, vous avez des cactus. On a fait des ruches d'abeilles, on a fait des oiseaux, des fruits de la passion. Les prochains, ça va être la forêt. Voilà. Alors, pourquoi on rend aussi les bulles esthétiques? Ça évite tout simplement les graffitis. Les graffeurs ne gravent pas nos bulles, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La collecte se fait à partir de chauffeurs, hein, donc voilà. Non, ça fonctionne pas. Alors décidément, comment je vais faire ça? Je sais pas. Il veut pas partager cette photo. Ça m'embête un peu. Pourquoi il veut pas? Peut-être dois-je fermer la photo. Je retente. Normalement. Non,
Bon, ça fonctionne pas. Bon, bah, tant pis. On va perdre du temps plutôt qu'autre chose. Donc, des chauffeurs. Si tu veux. Pardon? Si tu peux choisir de partager l'intégralité de ton écran, normalement ça fonctionne, mais bon, après sinon, si ça marche pas, c'est pas grave. Allez, je tente une dernière fois. Allez. L'écran complet. Et ben non, il me le propose pas en fait. Ça mouline, donc il me le propose pas. C'est soit la fenêtre d'application, soit allez, je tente ça. Je regarde ce que ça donne. Non, ça marche pas. Si, c'est bon, c'est bon. Voilà, oui. Non, ça marche l'écran, donc il suffit d'ouvrir une photo. Si tu l'ouvres, on devrait le voir normalement. Ah, comme ça, je vais directement dessus. Non, ça marche pas. Non, il met uniquement la photo. Mais pas assez. Ouais, tant pis. Je vais pas m'embêter avec ça. Ça va me plutôt qu'autre chose. Je vais donc revenir. Voilà. Donc, on collecte à partir des bulles. Donc, il y a des chauffeurs qui passent sur la globalité de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, ils ont tout simplement une feuille de route et collectent environ entre 1 tonne 2, 1 tonne 8. Aujourd'hui, c'est un peu plus important et c'est lié au Covid, donc je reviendrai dessus ensuite. Tout ça est stocké donc chez nous directement et collecté 24 heures, enfin trié 24 heures après l'arrivée. Ça passe dans les mains d'une craqueuse qui enlève les cartons, les plastiques, tout ce qui n'est pas vêtements, tout compte fait. Les scinde en 2 groupes. Le premier groupe, ce sera les vêtements triés et le second groupe, ce sera tout ce qui est chaussures, accessoires, sacs, ceintures et j'en passe. On passe tout ça sur la chaîne de tri. Là également, donc, il y a ce qui est impropre, on en reparlera un peu plus tard. Donc, ce qui n'est pas valorisable, c'est jeté à la déchetterie. Ce qui est parfait et en très bon état va dans notre magasin. On a 2 magasins, donc je reviendrai tout à l'heure. Qu'on va pas garder parce que bouloché, parce que légèrement abîmé ou alors hors saison, va être revalorisé à l'étranger. Tout ça part à l'export. Et pour terminer, donc ce que nous gardons est trié une première fois, vérifié une seconde fois avant d'être cintré et mis en magasin. Voilà, donc là un petit peu le déroulement de l'activité. Je vais essayer quand même de partager le magasin parce que c'est vraiment chouette. J'insiste alors sur le coup. Je vais essayer de trouver magasin. On a 2 magasins en fait. Hein. Alors est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai trouvé. Voilà. Donc voilà, 400 mètres carrés, un magasin qui est rangé. Donc là, c'est de la vente au détail. C'est important. Il est tout simplement, c'est le même type de magasin que vous allez pouvoir trouver en ville, hein, sur des grosses chaînes comme AIE, H&M, Jules, j'en passe. Rangé par univers, hommes, femmes, enfants, avec une caisse professionnelle, avec un ticket Z. L'idée étant d'être un magasin et de professionnaliser au maximum tous nos salariés. Voilà. Donc, ça, c'est le premier magasin. Du coup, je vais peut-être réussir à revenir, puisque maintenant que j'ai réussi à le faire, faut peut-être que je fasse ça. Sur la zone de tri rapide, cintrage 1, collecte le tri, il est là. Hop, est-ce que ça fonctionne? Oui. Voilà. Voilà la zone de tri. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc on a 4 tables de tri en bas et les gens trient hommes, femmes, enfants. Les bacs se trouvent en face d'eux. Le bac à côté, tout simplement pour ranger les plastiques qui se trouvent devant la table pour l'export. Et vous avez la petite poubelle pour les déchets. Hop, je vais passer au cintrage. En fait, ça va tout de suite. Cintrage, ici. Hop, voilà. Cintrage. Hop.
Donc là, on est sur le cintrage. Donc les bacs sont montés, une fois plein, monte et la personne donc qui cintre va vérifier une dernière fois le vêtement. Alors là, on n'est plus de déchetterie puisque on va vérifier la poche ou le bas de pantalon. On va vérifier s'il manque pas un bouton. Bon, quelque chose que la première frieuse aurait pu manquer. Et donc, si c'est le cas, elle le met tout simplement dans le plastique pour que ça parte à l'export. Et le reste, elle le cintre. Le cintre avant d'arriver au magasin. Donc, le magasin dont je vous ai montré tout à l'heure la photo. Hop, si je reviens. Alors, sur le magasin, il faut savoir que, comme n'importe qui, nous avons des invendus. Alors, on essaye de se calquer à ce qui existe à l'extérieur. On fait également des soldes, hein. Mais ce qui est invendu, en fait, avant, repartait à l'export. Alors, je reparlerai de l'export. L'export, en fait, c'est tout simplement, nous, on travaille avec des industriels qui prennent donc, nos déchets textiles, entre guillemets, à la tonne. Donc, on fait partir à peu près comme ça 14 tonnes par mois auprès de ces industriels. Et puis, donc, ensuite, c'est dispatché dans différents pays, donc pays de l'Est, Bulgarie, ça part également en Hongrie, la Grèce également reçoit une partie de nos articles. Ça part également en Inde et au Pakistan. Voilà. Alors, chaque pays a une spécificité. Donc, dans les pays de l'Est, on va plutôt faire du chiffon. En Inde, on va défilocher le textile pour pouvoir en faire du nouveau. Et au Pakistan, on va reporter les vêtements, même légèrement abîmés, voilà, que nous, on n'a pas voulu. Lorsqu'on ne vend pas les vêtements aux clients, hein, il faut savoir que c'est 60 000 articles vendus sur le magasin de Coudekerque-Branche. Ça part ensuite au kilo. Auparavant, ça partait donc à l'export et depuis 2019, on a ouvert on a ouvert donc une nouvelle boutique qui s'appelle Au Kilo. Et comme son nom l'indique, la différence donc, de la vente de Coudekerque-Branche, c'est que là, on revend la marchandise. Donc, nous avons vendu au kilo à un prix modique. On a 6 € au kilo, donc c'est vraiment très bas. Ce projet a été financé, donc Stéphane en parlait tout à l'heure, mais dans le cadre du projet de l'ESS de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, ce projet a été doublement financé puisque on a pu financer une partie des travaux grâce à ce fonds de concours et la Fondation solidaire du Dunkerquois finance le poste de manager sur 3 ans, donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Je vais essayer de vous trouver une photo de l'intérieur, parce que j'en ai fait une. Hop. Voilà. Donc sur le côté, vous avez les bacs de rangement où là on trouve essentiellement de vêtements. On a également mis du cintrage dans le fond et au centre du magasin. Là, il y a à peu près 100 mètres carrés au total. Mais quoi qu'il arrive, tout, même si vous avez des vêtements sur 5, tout est au kilo. Voilà. Donc là, ça prend tout doucement. Hein, on prend les marques. La première année, donc, on a réussi une belle année, on va dire comme telle. On est sur nos estimations. Nos estimations étaient uniquement de permettre d'amortir le magasin avec le poste. Voilà, tout simplement. Et là, pour l'activité de la structure, il y a quelque chose aussi sur lequel je souhaite apporter un éclairage. On ne peut pas faire de publicité. Donc, ça fonctionne beaucoup de bouche à oreille chez nous. Pas de publicité, tout simplement parce que on a des avantages fiscaux en tant qu'association. Loi 1901, reconnue d'intérêt général. Donc, on doit communiquer. Et on communique comment? On communique autour, bien entendu, de flyers, hein, en faisant attention à ce que l'on marque dessus, mais on fait également ce qu'on appelle des défilés, puisqu'on fait également de la création. C'est-à-dire que les vêtements que l'on vend, on les vend parce que, tout simplement, ils sont encore de bonne facture, c'est des vêtements de seconde main, mais certains sont retravaillés et transformés.
et on fait donc des défilés, mais on fait pas du défilé pour dire de faire des défilés, sinon voilà, ça n'a pas gros intérêt. Voilà. En fait, on les fait systématiquement. Donc là, voilà, ça c'est une tenue qui a été créée complètement, enfin du moins le haut, à partir donc d'un patronage. Et ça faisait partie du spectacle parce qu'on fait un défilé spectacle qui s'appelle Jacotte de la Haye, donc pirate. Projet-là, certes, il y avait des mannequins, mais des acteurs, des danseurs. Donc il y a tout un jeu également, son et lumière. Donc ça c'est ce que l'on fait et on a donc là on va en faire un l'année prochaine, un très gros défilé au théâtre de la Licorne et ensuite on a l'événement phare sur lequel on est reconnu et on nous attend donc pour l'année prochaine. On avait fait un défilé au théâtre de non, à la piscine Paul Haussmann. Donc c'était en 2013, donc ça date un peu et c'était un très gros défilé et c'était donc Reflet du Monde. On avait monopolisé la piscine municipale, donc piscine olympique, pour 3 jours. Donc on avait fait entièrement le décor. Là où également il y avait acteurs, son et lumière, danseurs, associations, puisqu'il y avait la danse, la natation synchronisée, qui avait également participé au spectacle. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très attendues. Il faut savoir qu'à chaque fois, on fait salle comble. On essaye de faire plusieurs représentations, mais c'est compliqué. Mais à chaque fois, on est complet. Alors, la piscine, c'est 1200 visiteurs tout de même. Voilà. L'année prochaine, donc là, c'était payant. L'année prochaine, on va également faire payer donc le spectacle, mais on le fera payer par du don de vêtements. Voilà. Merci. Donc, un petit peu pour clôturer la présentation et arriver donc sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'innovation. Alors, vous l'avez bien compris, nous, on a une partie de notre production qui n'est pas valorisée aujourd'hui, donc ce qu'on appelle réellement la déchetterie, et ça représente chez nous 15 tonnes à peu près par an, donc c'est beaucoup, hein, c'est volumineux. Donc c'est un jean complètement craqué, une chemise complètement craquée, ça peut être un pantalon, un bleu de travail complètement peint sur lequel on va pas pouvoir récupérer. Tout ça par la déchetterie. Et nous, l'idée, c'est de limiter cette déchetterie au maximum. Voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, c'est le sachet plastique, c'est le carton craqué, c'est les paires de chaussures vraiment usées, parce que ça, on a du mal aujourd'hui à le recycler. Mais le vêtement, on peut encore en faire quelque chose. Et donc, dans l'idée de limiter cette déchetterie, on a contacté la société d'Innov, qui, elle, est spécialisée justement dans le textile, les métaux et les matériaux, pour essayer de trouver une solution à cette gestion des déchets. Et donc, tout naturellement, donc l'idée vient pas de nous, l'idée vient d'elle, et nous dit mais on peut tout simplement à partir de textiles imaginer la conception d'un plastique. Dit comme ça, c'était pas forcément évident. Donc, elle m'a expliqué le processus sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il est très complexe et j'ai pas tout compris, je veux dire. Donc, l'idée étant de donner un échantillon, enfin des échantillons de textiles pour faire un test. Et on a donc donné une centaine de kilos. Alors, la complexité, c'est qu'on ne peut pas donner 100 kilos de vêtements comme ça. Il faut absolument enlever tout ce qui est boutons, pression, fermeture éclair. De façon à ce que ça puisse être broyé correctement sans abîmer la machine qui va broyer ce textile. Une fois donné, on arrive sur de la poudre textile. Alors, j'ai un petit échantillon, je veux bien vous le montrer, mais ça va pas ressembler à grand chose. Globalement, ce que vous imaginez, si tout le monde passe un peu l'aspirateur, je suppose chez soi, bah, le sac, la poussière d'aspirateur, ça va ressembler à peu près à ça. La poussière textile ressemble à ça. Ça, c'est mélangé à du compound biosourcé. Alors, le compound, c'est tout simplement du plastique, hein. Mais c'est le compound biosourcé sera prélevé
de pétrole. Voilà, il est un peu plus environnemental. Et ça aussi, ça ressemble, pareil, j'ai des éléments, mais bon, ça ressemble un petit peu à des petits bouts de zan, hein, qu'on peut retrouver. Ça ressemble à ça. Et l'idée, donc, une fois que c'est mélangé et au compound devient des petits morceaux plastiques, l'idée, c'est d'en faire donc un objet. Et en sachant que il y a des règles à savoir, c'est que le plastique ne sera pas brillant, il sera mat systématiquement et ne sera pas souple, ce sera du plastique dur. Ça, on le sait à peu près dès le départ. Voilà. On a été jusqu'au bout du processus et on a réalisé cet objet. Alors là, je peux bien vous le montrer, mais donc il nous fallait donc il fallait faire un exemple et donc on a opté pour une coque de batterie ordinateur tout simplement. Donc voilà, ça donne ça. C'est très rigide, hein, ça casse pas. Donc là, à peu près ce que peut donner un plastique mélangé avec du textile. Et bon, c'est un peu bluffant. Alors maintenant, nous, on en est là aujourd'hui. On doit encore travailler parce que l'idée, c'est de trouver l'objet. Et il faut pas se tromper parce que dans l'objet réalisé, alors celui-ci a été réalisé à partir d'une imprimante 3D. Voilà, parce qu'on avait aussi l'option du moule, mais faire un moule pour ça, c'est 5 000 €. Voilà, c'est relativement cher. Donc l'imprimante 3D, c'était un peu plus dans nos moyens. Nos moyens, justement, les coûts. Le coût d'un projet d'innovation comme celui-ci, c'est 13 000 €. 13 000 € pour une association d'insertion, ça peut paraître beaucoup. Mais bon, en soulevant des fonds, c'est tout à fait possible. Donc sur les 13 000 €, 8 000 € ont été pris en charge par les Hauts-de-France, voilà, dans le cadre du projet. Et Dunkerque Promotion a financé 2 000 €, donc, ce qui fait que globalement, il nous reste à notre charge un petit 3 000 €. Vaut largement la chandelle. Demain, nous allons trouver l'objet en question, voilà, qui va permettre on y travaille, hein, on fait plusieurs brainstorming, c'est pas simple, mais l'objet qui va permettre de pouvoir remplacer la déchetterie, voilà, par du plastique un peu plus on va dire, moins polluant, voilà. Donc là, un petit peu pour le projet. Donc là, vous êtes à la recherche du coup là-dessus de partenaires peut-être pour avoir des idées d'application, de valorisation de cette nouvelle matière. Il y a un petit peu long sur le timing. Est-ce que vous pourriez peut-être conclure mon intervention? Ok, d'accord. Alors, rapidement sur le Covid, comme tout le monde, on a été pris un peu de court par rapport au confinement. Donc, vous avez compris, les 2 magasins ont fermé. Après avoir consulté nos partenaires export qui, eux, également ont fermé leur activité, de fermer la structure. Ça a duré 3 semaines en pensant que les gens n'allaient pas remplir les bulles. Les gens ont fait du rangement comme tout le monde. Voilà, on a fait du rangement, on a mis les bulles se sont remplies et donc on a dû reprendre une activité. Donc nos prestataires industriels ont répondu présent et en attendant que les magasins réouvrent, on a tout simplement réorienté notre activité vers les masques. Voilà. Donc on a fait des masques avec du tissu de seconde main. Seul était acheté le fil et les élastiques. On a réalisé 36 000 masques, voilà, pendant cette période-là, et ce qui a permis de sauver la perte d'exploitation de la structure et d'avoir une année à peu près comme les autres. Voilà, tout simplement pour aller très vite et terminer la présentation. Super, merci. Alors, il y a Clément qui était là et qui a disparu. Donc, alors, est-ce que… Ah, voilà, super. Qui revient. Du coup, un bel exemple d'une association qui fait déjà plein de choses, plein de projets différents, à la fois culturels et donc de vente, d'innovation, en se lançant dans un projet de création d'une nouvelle matière issue du plastique. Il y a peut-être d'autres applications qui peuvent être trouvées à ce projet-là.
et qui a su aussi par rapport à la crise du Covid voir quels étaient ses forces, ses atouts et comment on peut transformer l'essai et transformer voilà cet événement en peut-être une opportunité aussi pour la structure. Donc je pense que c'est aussi là-dessus que Clément va pouvoir rebondir à la fois par l'exemple de ce qu'il a pu mener sur Share and Smile et Share Athlon, et puis voilà, en termes d'idées aussi pour d'autres structures. Voilà. Et super. Alors, je vais lancer la présentation, partager l'écran et je vais essayer de gagner un petit peu de temps sur le timing parce qu'il ne nous reste pas énormément. Du coup, je vais passer très vite là-dessus sur notre raison d'être, notre mission. Chez Share and Smile, notre sujet, c'est de prendre soin des ressources. Ce qu'on veut, c'est que les hommes et les organisations utilisent le mieux possible les ressources qu'ils consomment. Et on le fait notamment en les rendant plus utiles. Notre manière poétique de le dire, c'est de réveiller l'utilité qui dort dans ces ressources-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on amène les gens à partager les ressources et en les partageant, c'est un peu comme la multiplication des pains de Jésus. Ça multiplie l'utilité de ces ressources. Du coup, une grande phrase à rallonge que je vais pas vous faire, mais on permet aux gens, dans des dynamiques plutôt communautaires, de partager, de mutualiser. Et du coup, grâce à ça, de facilement contribuer à un monde plus engagé, un monde plus positif. Et c'est vrai au niveau social et au niveau environnemental. Et effectivement, nous, cette année, on a eu un invité surprise que pas mal d'entre vous ont croisé aussi, c'est le coronavirus. On a eu de la chance d'être épargnés physiquement, individuellement, mais par contre, la structure a été un petit peu chamboulée par tout ça. Et du coup, je vais vous parler de deux, trois petites choses qu'on a menées en réaction à ça. La première, c'est que notre projet historique et le tout premier qu'on a fait autour du partage, c'est celui qu'Ariane a mentionné, c'est Share Athlon, qui sert à se partager du matériel sportif entre particuliers. C'est complètement gratuit. L'idée, c'est de faire du prêt. C'est que tous les gens se prêtent gratuitement entre eux le matériel et donc accèdent à plus de pratiques, plus de matériel sportif avec moins de moyens et en faisant des chouettes rencontres et en prenant soin de la planète au passage. Et en fait, ce qu'on a fait, pour faire très simple, c'est que pendant la période de confinement, il y avait des personnes qui continuaient à travailler en première ligne, les soignants, mais aussi les gens qui nettoyaient les chambres d'hôpital, mais aussi les gens qui se levaient à 4 heures du matin pour aller remplir les rayons des Super U et des supermarchés qui étaient dévalisés régulièrement. Et puis les gens qui apportaient tous nos colis, enfin, tout un tas de personnes qui sont restées mobilisées et qui prenaient des risques à aller travailler. Et certains d'entre eux se déplaçaient en métro ou en bus. Et les transports en commun, c'est un endroit où il y avait une pression virale plus importante. Donc, on a mobilisé notre communauté pour qu'ils prêtent des vélos et des trottinettes à ces gens-là. Et au moment du déconfinement, on s'est dit, en fait, il va y avoir encore plus de pression virale dans les transports en commun. Il va y avoir encore plus de raisons de prendre des vélos, de prendre des trottinettes pour se déplacer à la place des transports. Et donc, continuons cette mobilité solidaire. C'est un peu comme ça qu'on l'a appelé. Et donc, on a poussé là-dessus. Ça a pas mal plu au niveau des médias. Et puis, les gens se sentaient utiles. C'était assez amusant, c'est de voir que beaucoup de gens confinés chez eux avaient qu'une envie, c'est de se rendre utile et ils ne le pouvaient pas forcément. On va en reparler juste après. Donc ça, c'était une première adaptation de notre modèle qui était à la base plutôt, Share Athlon, c'était au service de l'accès au sport de manière responsable et sociale. Et on l'a un petit peu réaxé au niveau de la communication et de la perception de la plateforme et de l'utilité de la plateforme en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on a nous entre les mains aujourd'hui? À quoi on peut contribuer avec Share Athlon sur des nouveaux enjeux, des besoins un petit peu différents d'habitude? Il y a un enjeu au niveau de la mobilité. Allons-y, proposons notre solution. Elle fonctionne pour ça, en fait. Donc, on a focalisé sur le prêt de vélo et de trottinettes. Et puis, on a fait autre chose, c'est que c'était pas prévu, mais on a créé Share a Job. Alors, je vais vous faire assez vite pour essayer de garder la pêche et puis pour tenir dans le timing, je surveille l'heure. Pour faire simple, la crise, notamment la crise, a provoqué des baisses d'activité dans certaines structures qui ont été difficiles et qui ont eu parfois des conséquences assez désastreuses sur l'emploi. Et on n'est pas au bout
des réactions en chaîne qu'on va avoir sur l'emploi avec des beaux effets dominos, je pense, sur des donneurs d'ordre qui vont défaillir et ne pas payer des fournisseurs qui vont du coup être en difficulté, etc., etc. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui sont soit interdits de travailler, soit licenciés, soit enfin tout un tas de gens qui ne peuvent pas actuellement se rendre utiles. Et parfois parce qu'ils n'ont plus de boulot, mais parfois juste ils sont en sécurité encore, mais ils n'ont pas le droit de travailler, quoi. Et d'un autre côté, on a des structures sur lesquelles il y a eu des pics faramineux d'activité et où ils ne maîtrisent pas tellement. Je pense forcément au personnel soignant pendant un moment, aux établissements de soins, mais il y a tout un tas de… Là, il y a eu la distribution alimentaire, il y a aussi la production alimentaire là et agricole où il y a besoin de renfort et les saisonniers qui viennent d'habitude pour les récoltes ne viendront pas ou pas autant. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a besoin de renfort. Et puis, il y a aussi des besoins ponctuels du type un arrêt maladie ou quelque chose de plus joyeux comme un congé maternité. Donc, la vie ne s'arrête pas, en fait, et il y a toujours des remplacements comme ça ponctuels à faire. Et donc, il y a des besoins qui sont pas pourvus. Donc, on a d'un côté des gens qui voudraient se rendre utiles et qui sont compétents et qui sont là. Et d'un autre côté, des besoins non pourvus et il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et on s'est dit, peut-être que nous, on pourrait faire quelque chose. Peut-être qu'on peut résoudre ces deux problèmes. Et peut-être on peut le faire d'une manière assez solidaire. Et donc, l'idée, c'était de dire, si les structures employeuses, donc si tous les employeurs de quelque univers qu'ils viennent, que ce soit public, privé, ESS ou pas, pouvaient s'entraider. En faisant quoi? Un principe de vase communicant en se prêtant de la main-d'œuvre. L'idée, c'est que le prêt de main-d'œuvre, c'est très, très simple. Il suffit de respecter deux conditions. La première, c'est que les salariés prêtés, entre guillemets, soient volontaires pour le faire. Et la deuxième, c'est que ça soit pas lucratif. Donc, un exemple, HDFID, par exemple, a besoin de renfort temporairement. J'ai une personne dans ma structure qui est volontaire et qui aimerait bien. Et en plus, nous, on est un peu en difficulté parce qu'on a peu de chiffre d'affaires en ce moment et donc c'est difficile de payer les salaires. Je vais envoyer Clémence, on va dire, de mon équipe qui va renforcer Hauts-de-France Innovation Développement dans son effort du moment. Et HDFID va me rembourser le salaire de Clémence. Mais à l'euro près. Donc, c'est pas lucratif. Moi, je fais pas de marge, je gagne pas d'argent avec cette affaire-là. Voilà les deux grandes conditions pour pouvoir le faire. Et ShareAJob, c'est juste un copier-coller de ShareAthlon, mais c'est une plateforme qui permet aux employeurs de proposer des missions ou de proposer des renforts et donc de se rapprocher les unes entre les autres pour pouvoir s'organiser et organiser ce prêt de main-d'œuvre. Voilà. Et donc ça, j'ai fait très vite, mais c'est deux exemples d'adaptation, on va dire, à la situation. Et je vais faire un peu la minute intellectuelle. C'est pas tout à fait de l'adaptation, c'est de l'exaptation. Alors, ça veut dire quoi, ça? Retenez juste que plutôt que de développer une nouvelle caractéristique pour s'adapter à la situation, ce qui voudrait dire de se transformer, de muter, enfin de lancer des transformations assez lourdes, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà, mais autrement que d'habitude. Et je vais vous prendre un exemple que vous avez peut-être observé. LVMH, Pernod Ricard a donné des stocks d'alcool. LVMH a carrément fabriqué du gel hydroalcoolique plutôt que de fabriquer du parfum pendant la crise. Donc eux, ils avaient des ressources qu'ils avaient sous les mains qu'ils ne pouvaient pas utiliser comme d'habitude ou qui n'étaient pas si utiles que d'habitude et ils ont décidé de les utiliser différemment pour pouvoir répondre à un besoin pressant du moment. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait et c'était plutôt chouette. Et il y a plein de gens qui ont fait ça. On peut parler de Le Mailleux et du Souffle du Nord qui se sont mis ensemble. Le Mailleux, compétences en couture, stock du tissu, etc. Le Souffle du Nord, un énorme réseau de gens qui étaient volontaires et solidaires et qui voulaient se rendre utiles. Et ça a donné quoi? Ça a donné les masques en or dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, je pense. C'est un autre exemple de structures qui se sont dit qu'est-ce qu'on a à notre disposition et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un peu ce qu'on a fait nous-mêmes. Et ce dont je voulais vous parler rapidement aujourd'hui, c'était ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas systématiser ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu une méthode pour se permettre, pour chaque structure, de se poser la question de qu'est-ce que j'ai comme ressources à ma disposition et qu'est-ce que je peux en faire pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux enjeux du moment? Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est un petit canevas qui permet de faire ça
et qui vous permettrait de développer des nouvelles activités, des nouvelles offres basées là-dessus. Et nous, on se l'est appliqué à nous-mêmes. C'est ce qui a permis de développer Share Job notamment, de prendre conscience qu'il y avait un gros enjeu sur l'emploi et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a nous entre les mains. Et donc, ça ressemble à ça. Une fois que c'est rempli, ça c'est l'exemple sur nous-mêmes. Et je vous passe les détails parce que sinon on en a encore pour 3/4 d'heure et je voudrais en avoir plus que pour une demi-heure. Très simplement, on va faire en quelques étapes. On va se poser la question de finalement, basé sur les activités que j'avais jusque-là, qu'est-ce que je mobilise comme ressources, en termes d'activité, de moyens, de avec qui, de comment. Et puis ensuite, on va aller regarder un petit peu les nouveaux enjeux et ça va nous aider à identifier des nouvelles offres qu'on peut proposer. Alors j'entends pop-up, je vois pas les questions encore, je vais finir de dérouler. Et je voulais juste vous offrir ça en fait. Donc j'ai vraiment fait rapide pour tenir le timing. L'idée c'est que si vous allez sur shareandsmile.org/ressources au pluriel, vous pouvez télécharger le Canva. Et on est en train de voir avec Hauts-de-France Innovation Développement si on ne peut pas aller un peu plus loin que vous permettre de télécharger le Canva et puis c'est tout et voir s'il peut y avoir un peu d'accompagnement dessus. N'hésitez pas à y aller et à manifester si ça vous intéresse de travailler sur ces sujets-là, de le manifester soit dans le chat, soit en le téléchargeant, soit en nous contactant. Et on regardera un petit peu plus avec Ariane comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour augmenter l'impact de ce genre d'outils-là. Je vous remercie. Vous savez l'essentiel. J'ai fait très vite pour rattraper le timing. Vous avez mes coordonnées. Je vais les remettre dans le chat s'il y a besoin. Et il y a un message très important que vous voyez sur la droite, c'est prêtez-vous les uns les autres. C'est quelque chose qui est vraiment important. Merci. Merci beaucoup, Clément. Je pense que c'était du coup... J'ai espié. Mais je pense qu'on a bien compris les messages principaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui Est-ce que je peux en poser une à l'assistance déjà, juste en lien avec ce qu'on disait sur ShareJob, mais est-ce que vous pourriez montrer, enfin le dire dans le chat, si certains d'entre vous sont en baisse d'activité et ont trop de monde et se retrouvent en difficulté à mettre du monde au travail ou à donner suffisamment de travail à des gens dans leur équipe. Et à l'inverse, si certains d'entre vous ont besoin de renfort. Ce serait intéressant de voir si on le ressent déjà rien que dans l'audience, même si on n'est pas forcément ultra nombreux. Ah oui, alors je vois que c'est Ariane, je pense que tu as lancé des votes. Alors c'est côté sondage, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le côté à droite, il y a un petit onglet sondage. C'est le cas. Après, c'est la difficulté de l'exercice des webinaires, c'est qu'on ne voit pas les participants directement, donc c'est un peu plus compliqué. Et est-ce que, je ne sais pas, Stéphane, toi, dans les entreprises que tu as pu accompagner enfin, au sein de la CRES, il y a sans doute ces problèmes-là qui se posent par rapport à des tensions, trop de travail pour certaines activités ou à l'inverse. Alors, on n'a pas les retours sur l'ensemble. Hein. On a lancé une étude justement pour savoir quels étaient les effets immédiats de la crise pour les organisations de l'ESS. Et il y a une très grosse majorité d'organisations qui se sont arrêtées pendant le confinement, qui ont effectué un peu moins de la moitié de leurs activités, voire beaucoup moins pendant cette période. Et donc, on ressent aujourd'hui une reprise d'activité, mais qui est encore assez légère. La qui est faite par Clément est intéressante dans le sens où c'est quelque chose qui concerne, on va dire, l'ADN de l'ESS, hein, c'est cette question d'engagement, de volontariat, au-delà de l'activité salariée. La dimension volontaire est très forte.
Et on a toujours besoin, notamment sur ce type d'activité, on a toujours besoin de personnes disposées à venir aider, à venir donner un coup de main, à partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je salue. Les effets de la crise sur les entreprises de l'ESS vont se faire ressentir, je pense, dans les prochains mois. Jusqu'à la fin de l'année, on va avoir pour la plupart, hein, pour celles qui sont financées notamment par l'État, par le conseil régional, une continuité jusqu'à la fin de l'année 2020. Et c'est à partir de 2021 qu'on va ressentir ces effets et que potentiellement, ça pourrait être intéressant d'avoir ce type d'outils à disposition. Là, moi, la question que je me pose et que j'aimerais te poser, Clément, aussi, c'est que là, on est dans un système où tu as les entreprises déjà en emploi et à côté de ça, on a des personnes qui sont soit sur des parcours d'insertion ou qui sont complètement hors de l'emploi. Et est-ce que tu penses que c'est compatible à long terme avec un chômage qui est important et des personnes qui sont en dehors de l'emploi, le fait de décaler des personnes qui sont déjà salariées par ailleurs et qui pourraient donner un coup de main de l'autre côté dans un service d'entreprise à entreprise? C'est une bonne question. Je pense que, enfin, encore une fois, nous, on est parti de ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont là. Il y a de l'écho. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont un peu dans cette situation-là, de vouloir contribuer, mais qui sont pas salariés d'une structure et donc du coup qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et ça m'a un peu fait de la peine de dire, bah non, dans ce cadre-là, vous pouvez pas contribuer. Donc ça me questionne cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que pour les personnes hors emploi, donc qui sont demandeuses d'emploi, il y a tout un tas de dispositifs qui existent déjà. Et donc il y a beaucoup de dispositifs pour la remise à l'emploi et peut-être moins sur la préservation de l'emploi ou sur au-delà de ça, en fait, enfin, ce qu'il y a de quasi politique derrière ce qu'on a mené là, c'était un peu de répondre à quelque chose d'un peu facile à la MEDEF, de dire, bah, si vous voulez qu'on embauche plus, précariser l'emploi, comme ça, c'est plus fluide et on est sûr qu'on peut embaucher et qu'on ne prend pas trop de risques, etc. Et moi, c'est précariser l'emploi pour privilégier l'embauche, ça m'embête beaucoup. Et je me dis, bah non, on peut peut-être craquer le problème en disant, non, regardez, vous pouvez embaucher et baisser pour autant le niveau de risque parce que vous pourriez collaborer entre employeurs de cette manière-là. Et donc, je l'oriente de cette manière-là. Et, et je sais que je réponds pas tout à fait tout pile à ta question, Stéphane, parce que je suis un peu à côté, mais ça me travaille. J'ai pas encore la bonne réponse et je sais pas trop comment faire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quelque chose que je vois de plus facile à intégrer dans ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est le pro bono. Mais on est encore sur des salariés qui vont s'engager. Mais là, l'idée, c'est que des salariés puissent s'engager aussi auprès de structures qui ne rembourseraient pas le salaire, mais qui le feraient dans le cadre de bénévolat de compétences ou de mécénat de compétences si c'est l'entreprise qui détache la personne. Donc ça, c'est assez facilement intégrable dans la manière dont on a construit la plateforme. Et pour le reste, c'est à voir. Et ce serait intéressant, peut-être qu'on pourrait dire, on ne devient pas. En fait, le risque que j'y vois, moi, c'est de devenir une sorte d'annuaire de freelance, ce que je voudrais pas, parce que ça existe déjà et que ça changerait beaucoup la nature du projet. Mais en revanche, une notion solidaire en proposant, enfin, en permettant que des demandeurs d'emploi puissent se proposer eux-mêmes, ça pourrait être intéressant. Il faudrait voir comment on peut cadrer ça, enfin, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre. Ouais, il y a une vraie piste hein, avec le pro bono et le pro bono des personnes qui sont pas en emploi. Ça, c'est ça, ça permet de super, à travailler. Ouais, parce qu'on peut le faire en tant que demandeur d'emploi, en pro bono, on peut se proposer. Et donc, on reste dans le cadre désintéressé qui m'intéresse beaucoup personnellement. En fait, c'est le cas de chez Athlon, c'est le cas de chez Jobs. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent chaque fois. On gagne autre chose. On s'enrichit d'autre chose que monétairement. Et là, en l'occurrence, un demandeur d'emploi, il s'enrichit d'expérience et de valorisation et ça fait du bien, ça fait monter en confiance, ça pourrait avoir plein de vertus, en fait. Ouais.
Et je vois déjà des gens avec qui je pourrais le tester. C'est super. Du coup, pour moi, ça fait une bonne transition, hein. L'idée, effectivement, de cette matinée, c'était aussi de montrer différents exemples, les différents dispositifs qui existent, et de faire un peu un appel au passage à l'action. Donc, et le Canva développé par Share and Smile, ça peut aussi servir à ça complètement. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre intérêt pour cet outil. Peut-être qu'on pourrait organiser un atelier dédié à ça pour faire pour tester ça dans votre entreprise avec vos problématiques. Donc voilà, je vois qu'il n'y a plus trop de questions, en tout cas de la part des participants. Donc je pense qu'on peut clôturer ici. Ouais, c'est par rapport à la fracture numérique, comment toucher des gens qui ont peu d'accès aux outils numériques. C'était de toute façon aussi un vrai problème, hein, pour cette crise, quand tous les dispositifs du gouvernement étaient des dispositifs qui se faisaient en ligne, etc. C'est une bonne question. C'est très vrai. On commençait à travailler sur le sujet du partage de matériel sportif, notamment avec un bailleur social. Bon, là, tout s'est arrêté avec le confinement. Mais on se disait, il y a quelque chose à faire autour du partage de matériel sportif entre habitants d'un quartier prioritaire ou d'une cité minière, notamment. Et il y avait cette notion de, ils n'ont pas tous un smartphone et avec des habitudes et des facilités là-dessus. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on permet du partage hors outils numériques, en fait? Et donc, on avait des petites pistes là-dessus, avec notamment ceux qui sont bons là-dessus, qui peuvent aider les autres. Et même, ça pouvait être une marge de retour vers l'emploi, de tenir des permanences pour ses voisins. Quand on est éloigné de l'emploi, ça permet de prendre une responsabilité qui est progressive et pas revenir directement. Ça, c'est un des grands problèmes de l'éloignement fort de l'emploi. On peut pas prendre directement des responsabilités d'un temps plein à 35 heures où on se lève tous les matins, etc. Et donc voilà, il y a des pistes autour de ça, mais clairement, c'est pas une question facile. Donc merci Fanny, j'ai pas de réponse absolue du tout, mais ça demande plus de travail, mais du travail qui est plus gratifiant aussi, quoi. Merci à tous en tout cas pour votre partie ce matin. Ravie d'échanger avec vous par la suite sur les différents sujets qui ont été évoqués. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt en réel ou en virtuel, selon. Et je termine. Merci encore aux intervenants. Merci Ariane. Merci à tous. Merci Ariane. Bonne journée à tous. Au revoir.